Je suis restée longtemps devant cette porte, incapable de bouger, incapable même de respirer correctement. Tout ce que j'avais construit en prison, tous mes efforts pour tenir debout, toutes les raisons pour lesquelles j'avais lutté, venaient net d'être balayés en un seul mot. Personne. C'était ça, désormais, ma place dans la vie de ma fille. Un vide, un silence, un fantôme qu'on empêche d'exister. Je suis sortie de la maison de ma mère sans dire un mot. Le vent froid de l'extérieur m'a giflé, comme pour me rappeler que j'étais vivante, même si une partie de moi souhaitait ne plus l'être. Je me suis assise sur le trottoir, juste en face de la porte. J'ai attendu. J'ai attendu que ma douleur se calme, qu'elle se transforme en quelque chose de supportable. Mais elle ne s'est pas calmée. Elle grandissait au contraire, se nourrissant des souvenirs, des regrets, des années s'évolaient. Des passants me regardaient avec curiosité, puis détournaient les yeux en comprenant que cette femme assise par terre portait quelque chose de lourd, quelque chose qu'on ne peut ni aider, ni réparer. Une mère dépossédée, une mère effacée, une mère dont l'enfant vivait juste derrière un mur, mais qui n'avait pas le droit de l'approcher. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi, peut-être des heures, peut-être une éternité. Puis, lentement, une idée a traversé ma douleur. Si ma mère avait passé 8 années à Laxan à nourrir un mensonge aussi monstrueux, c'est qu'elle était prête à tout pour le maintenir. Et si elle était prête à tout, je devais l'être aussi. Je me suis relevée. Mes genoux tremblaient. Ma respiration brûlait. Mais je savais ce que je devais faire. Pas pour la vengeance, pas pour la colère, mais pour ma fille. Pour que, un jour, elle sache qui je suis vraiment. Je ne pouvais pas l'emmener de force. Je ne pouvais pas la traumatiser. Je ne pouvais pas briser sa vie pour reconstruire la mienne. Mais je pouvais découvrir la vérité. Toute la vérité. Parce qu'il me manquait encore des pièces du puzzle. Pourquoi ma famille avait-elle décidé de me voler mon enfant? Pourquoi avait-il menti à toute la ville? Pourquoi avait-il inventé une mort qui n'existait pas? Et surtout, qu'est-ce qui leur faisait autant peur? Je n'avais plus peur d'eux. Je n'avais plus peur de la vérité. Je n'avais plus peur de souffrir. On ne peut pas avoir plus mal que lorsqu'on voit son propre enfant vous regarder sans vous reconnaître. J'ai décidé de retourner au foyer, de parler à d'autres employés, d'autres anciens travailleurs, de remonter chaque trace possible. Une jeune femme, stagiaire à l'époque où Amélia y vivait, a fini par me répondre après plusieurs tentatives. Sa voix était hésitante au téléphone, comme si elle craignait des représailles invisibles. Quand je lui ai parlé d'Amélia, un silence lourd a suivi. Puis elle a dit « Je ne peux pas parler ici, on doit se voir ». On s'est retrouvés dans un café discret. Elle avait les yeux fuyants, les doigts tremblants. « Vous devez comprendre. Votre famille avait de l'influence. On ne pouvait rien refuser à votre mère. Elle venait souvent au foyer. Elle était très persuasive. Persuasive. Le mot sonnait comme un mensonge poli pour éviter de dire menaçante. Elle venait voir ma fille? La jeune femme a hoché la tête. Tous les mois, parfois plus. Elle disait que vous ne vouliez plus de votre enfant, que vous aviez signé des papiers, que vous étiez dangereuse. J'ai senti mon estomac se tordre. Ma mère avait réécrit mon histoire. Elle avait fait de moi une femme qui avait abandonné son propre enfant. Elle avait empoisonné l'image que le monde avait de moi pour mieux s'accaparer ce qui ne lui appartenait pas. Mais ce n'était pas tout, a ajouté la jeune femme en regardant autour d'elle. Un jour, Amélia m'a demandé quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit « Pourquoi mamie dit que ma vraie maman est morte ?» La pièce autour de moi s'est mise à tourner. Ce n'était pas seulement moi qu'elle avait effacée. Ma mère m'avait tuée dans l'esprit de ma propre fille. Je n'ai pas pu parler pendant plusieurs minutes. Ma voix était coincée dans ma gorge, écrasée par une souffrance trop lourde. La jeune femme a ajouté « je crois que votre mère voulait recommencer une nouvelle vie avec votre fille, une vie sans vous. » Je suis rentrée ce soir-là avec cette phrase dans la tête. Une vie sans vous. Voilà ce que j'étais devenue. Un obstacle, un souvenir encombrant, une menace pour l'équilibre fragile qu'elle avait construit autour de mon enfant. Mais il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi toute la famille était-elle complice? Pourquoi personne n'avait parlé?
Pourquoi ce secret était-il si lourd qu'on avait préféré me laisser croire à la mort d'Amélia plutôt qu'à la vérité? Je devais aller au bout, et c'est cette nuit-là, pour la première fois depuis mon retour, que je suis retournée dans la maison où j'avais grandi. Pas pour parler, pas pour me battre, pour chercher, pour fouiller les endroits où ma mère cachait tout ce qu'elle ne voulait pas que les autres voient. La maison était plongée dans le silence. J'ai ouvert doucement la porte du salon, puis celle de la cuisine. Chaque pas me ramenait à l'enfance, à des souvenirs qui ne m'appartenaient maintenant plus. Dans la chambre d'amis, une odeur de renfermé m'a frappée. J'ai ouvert les placards, les tiroirs, rien. Puis mon regard s'est arrêté sur une malle en bois, au fond de la pièce, couverte de poussière. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des dessins d'Amélia soigneusement pliés, des carnets, des photos de moi, découpées. Mon visage arraché, laissé de côté, et au milieu de tout ça, une pile de lettres, des lettres que j'avais écrites en prison. Chaque mot que j'avais espéré envoyer à ma fille. Chaque page où je lui racontais mon amour, mes regrets, mes rêves. Des lettres que ma mère avait reçues et qu'elle n'avait jamais envoyées au foyer. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Toutes les années où j'avais cru qu'Amélia m'avait oubliée. Toutes ces années où j'avais pensé que j'étais une mauvaise mère. Ce n'était pas vrai. C'était ma mère qui m'avait volé son amour. J'ai lu quelques lettres d'Amélia, écrites d'une écriture enfantine, des lettres jamais envoyées à la prison. Des lettres que ma fille avait écrites pour moi, plein d'espoir, pleines de questions. Maman, tu penses à moi? Maman, je t'aime. Est-ce que je vais te revoir? Et soudain, une colère froide a envahi mon corps, une colère différente, une colère qui ne détruit pas, mais qui construit une détermination indestructible. Ma mère m'avait volé ma fille, elle avait volé mes lettres, elle avait volé 8 années de notre vie, mais elle ne volerait pas l'avenir. Je suis remontée dans le couloir, mes mains encore tremblantes. Amélia dormait dans sa chambre, la porte était entr'ouverte, je l'ai regardée dormir, son visage paisible, innocent, éclairé par la lueur douce d'une veilleuse. Elle avait mon nez, elle avait mes sourcils, elle avait quelque chose dans l'expression de son sommeil qui m'a rappelé mes propres nuits d'enfant. J'ai voulu lui parler, lui dire qui j'étais, lui dire que tout ce qu'on lui avait raconté était faux, lui dire que je l'aimais plus que tout. Mais je ne pouvais pas lui imposer la violence d'une vérité qui détruirait son monde d'un seul coup. Elle avait été élevée dans un mensonge, mais ce mensonge était devenu sa stabilité. Je me suis assise sur le sol, contre le mur. J'ai attendu. J'ai écouté son souffle. J'ai laissé mes larmes tomber en silence. Puis, dans un murmure à peine audible, je lui ai dit « Je suis là, ma fille. Je ne partirai plus. Je me battrai pour toi. Je te le promets. » Je ne l'ai pas réveillée. Je ne l'ai pas touchée. Je ne lui ai rien pris. Je ne lui ai rien imposé. Je suis repartie dans l'ombre de la nuit, mais cette fois, je ne partais pas en victime. Je partais avec une mission, une certitude, une force qu'aucune cellule, aucun mensonge, aucune trahison ne pourrait m'enlever. J'allais retrouver ma fille, pas en la volant, pas en la brisant, mais en reconstruisant son histoire, sa vérité, son avenir. Et un jour, quand elle sera prête, quand elle pourra affronter cette vérité, sans que le monde ne s'écroule sous ses pieds, elle saura. Elle saura qui je suis. Elle saura ce qu'on nous a volé. Elle saura que je ne l'ai jamais abandonnée. Elle saura que, même derrière les murs les plus épais, mon amour pour elle n'a jamais cessé. Et ce jour-là seulement, je ne serai plus personne, je serai sa mère. Je n'ai jamais oublié l'odeur de l'air ce matin-là. Un mélange étrange de liberté et de poussière, presque agressif pour quelqu'un qui n'avait pas senti autre chose que le béton humide d'une cellule pendant 8 années entières. Quand la porte en métal s'est ouverte derrière moi, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait de l'ombre pour me jeter sous une lumière trop forte. Le monde n'était plus le même. Moi non plus. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos intérieur, une seule pensée guidait encore mes pas. Revoir ma fille, revoir son visage, entendre sa voix, sentir sa petite main serrer la mienne. C'était pour elle que j'avais survécu, pour elle que j'avais avalé les humiliations, les nuits glacées, les jours interminables où personne ne prononçait mon nom. Je m'attendais à la retrouver.
Je m'attendais à une étreinte, à peut-être même une larme. Je ne m'attendais pas à la phrase qui allait briser ce qu'il restait de mon âme. L'assistante sociale m'attendait au portail du centre pénitentiaire. Elle tenait un dossier serré contre elle, comme si elle portait une bombe prête à exploser. Son regard ne me quittait pas, mais ce n'était pas un regard de bienvenue. C'était celui de quelqu'un qui sait que ses mots vont tuer la personne en face. Elle a avancé d'un pas. J'ai senti mon cœur battre dans mes tempes. Madame, je suis vraiment désolée. Elle n'avait même pas encore parlé que mes jambes tremblaient déjà. Votre fille, Amélia, elle est décédée il y a 3 ans. Le monde s'est arrêté. Le vent a cessé. Les bruits autour de moi ont disparu. Il ne restait que cette phrase, lourde, froide, impensable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. C'était comme si la douleur avait dépassé la capacité de mon corps. Comme si elle m'avait paralysée de l'intérieur, m'empêchant de réagir. Le dossier qu'elle me tendait est tombé au sol. Le choc a soulevé un peu de poussière, et je suis restée là, immobile, à regarder mon monde s'effondrer sans pouvoir bouger. Il l'avait laissé mourir, sans moi, sans que je puisse la tenir, la sauver, même la voir une dernière fois. J'ai ramassé le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur, seulement 2 feuilles, aucune photo, aucune explication claire. Juste une mention vague, administrative, presque froide. Comme si ma fille n'avait jamais été autre chose qu'un numéro dans un système qui broie. Les jours suivants ont été les plus silencieux de ma vie. Je marchais sans but, dormant là où je pouvais, m'accrochant à n'importe quel souvenir pour ne pas sombrer. Je ne pouvais pas revenir dans mon ancien quartier. Je n'avais pas la force d'affronter les regards, les jugements, l'histoire qu'on avait racontée sur moi. Mais quelque chose ne collait pas. Plus les heures passaient, plus un sentiment étrange grandissait en moi. Cette histoire ne faisait aucun sens. Comment un enfant disparu sous placement judiciaire pouvait mourir sans que personne ne prévienne sa mère, même incarcérée? Pourquoi aucun courrier officiel ne m'était parvenu? Pourquoi aucune date, aucun détail, aucun certificat réel? Plus je relisais les documents, plus je sentais ce malaise me ronger. Et puis, il y avait ce regard de l'assistante sociale. Ce mélange de peur, de honte et de mensonge. Un regard qui dit « Je sais quelque chose, mais je ne peux pas vous le dire. La vérité est que je n'ai jamais cru à la mort d'Amélia. Jamais. Même au fond du gouffre, même quand j'étais persuadée que tout était terminé, quelque chose en moi résistait à cette idée. Une mère le sent. Une mère sait. J'ai commencé à chercher, d'abord timidement, puis avec l'acharnement d'une femme qui n'a plus rien à perdre. J'ai été au foyer où Amélia avait été placée. La directrice m'a accueillie avec un sourire figé, trop parfait pour être sincère. Elle m'a regardée comme si elle voyait un fantôme qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. « Je viens pour ma fille », ai-je dit d'une voix qui ne me ressemblait pas. Elle a blêmi. Et, en l'espace d'un instant, j'ai compris qu'elle savait. « Amélia ?» Son hésitation a duré une seconde de trop. Puis elle a repris, nerveuse. Elle n'est plus ici depuis longtemps. Elle a quitté l'établissement à l'âge de 12 ans. 12 ans, l'âge où son regard change, où son sourire perd encore un peu d'enfance, où les questions commencent. Et où est-elle partie? Avec votre famille, m'a-t-elle répondu, la voix serrée. Mon cœur s'est arrêté. Ma famille, la même famille qui ne m'avait jamais écrit une seule lettre en prison. La même famille qui avait coupé tout contact dès mon arrestation. La même famille qui m'avait laissé croire que j'étais seule au monde. Pourquoi l'aurait-il prise? Pourquoi l'aurait-il cachée? Et surtout, pourquoi m'aurait-il menti? Les questions tournaient dans ma tête comme un cyclone. Je ne pouvais plus respirer. J'ai quitté le foyer avec une certitude brûlante. Ma fille était vivante et quelqu'un l'avait volée. J'ai tenté d'appeler ma mère. Aucune réponse. J'ai appelé mon frère, ma sœur, mes cousins. Personne. Comme si toute ma famille avait soudain disparu de la surface de la terre. Mais les secrets finissent toujours par trouver une faille. Et cette faille a pris la voix tremblante de mon oncle. Un homme qui ne savait jamais garder sa langue, surtout quand la peur lui serrait la gorge. « Pourquoi tu m'appelles ?» C'est tout ce qu'il a dit en décrochant. Aucune joie, aucune surprise,
juste la panique. Où est ma fille? Un silence, un long silence, puis un souffle nerveux, un soupir comme une fissure cortée dans un mur trop fragile. Tu n'aurais jamais dû sortir, personne n'est prêt à ça. Laisse les choses comme elles sont. Et il a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone encore collé à l'oreille, en entendant malgré moi ce message silencieux qu'il ne disait pas. Ta fille est vivante, et on te l'a cachée, et tu n'es pas censé le découvrir. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur un banc froid, regardant les gens passer, chacun chargé de sa vie, de ses joies, de ses soucis. Moi, je n'avais plus rien, ni maison, ni travail, ni famille, juste une vérité qu'on avait enterrée, et une détermination prête à déchirer n'importe quel mur. Le lendemain, j'ai pris un bus pour retourner dans mon ancien quartier. Les visages étaient donc les mêmes, les rues aussi, mais l'atmosphère avait changé. On me regardait comme si j'étais une ombre, une menace, ou pire, un rappel d'un secret que tout le monde connaissait sauf moi. La première personne à me parler fut Madame Régnier, une vieille voisine qui avait toujours eu le cœur trop fragile pour garder un mensonge trop lourd. Elle m'a vue. Elle a hésité. Puis, elle m'a fait signe d'approcher. Sa voix tremblait. Ils n'auraient pas dû faire ça. On n'a rien dit parce qu'on avait peur. Mais ce qu'ils ont fait. Je me suis agenouillée devant elle. Où est ma fille? Elle alla baisser les yeux. Ses mains tremblaient. Ta mère, elle l'a prise. Elle disait que c'était pour la protéger, qu'on allait te la retirer définitivement. Alors elle a préféré la garder. Pour elle. J'ai senti mon cœur se briser d'un coup sec. Ma mère, la femme qui m'avait élevée, la femme qui avait laissé mes lettres sans réponse, la femme qui m'avait effacée dès que les murs de la prison s'étaient refermés sur moi. C'était elle qui avait volé ma fille. Elle, pas le système. Elle, pas les autorités. Elle, pas un inconnu. Elle, ma propre mère. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris le premier bus et je suis allée chez elle. Le trajet m'a semblé interminable. Chaque minute rallongeait ma rage, ma douleur, mes questions. Quand je suis arrivée devant la porte, j'ai frappé sans hésiter. Elle a ouvert. Son visage a pâli. Ses yeux se sont remplis d'une peur que je n'avais jamais vue. Pourquoi tu es venue? Sa voix n'était pas celle d'une mère heureuse de revoir son enfant après 8 ans. C'était celle de quelqu'un qui voit son mensonge s'écrouler. Où est ma fille? Elle a reculé d'un pas, comme si ma question était un coup porté en pleine poitrine. J'ai fait ça pour elle. Tu ne pouvais pas t'en occuper, pas en prison, pas après. Il voulait te l'enlever définitivement, alors j'ai préféré la garder. Pour moi, pour moi. Ces 2 mots ont déchiré mes entrailles. Elle n'avait pas fait ça pour protéger Amélia. Elle l'avait fait pour la posséder, pour devenir la mère parfaite que je n'avais plus le droit d'être. J'ai voulu monter, voir ma fille, la serrer, lui dire qui j'étais. Ma mère s'est interposée dans l'escalier, paniquée. Tu ne peux pas la voir. Elle ne sait rien. Elle croit que je suis sa mère. Ma vision s'est brouillée. J'ai cru que j'allais tomber. Ma mère avait réécrit l'histoire. Elle avait effacé mon existence. Elle avait fait croire à ma fille que j'étais une étrangère. Un bruit de porte a résonné dans le couloir. Des pas légers, un souffle, puis une voix douce. Mamie, c'est qui? Je me suis retournée. Et là, je l'ai vue. Amélia. Elle avait grandi. Ses yeux étaient plus profonds, son visage plus long, ses cheveux plus sombres. Elle me ressemblait. Terriblement. Au point que mon cœur s'est brisé une deuxième fois. Elle m'a regardée avec une curiosité innocente. Une curiosité qui me tua plus que n'importe quelle haine. C'est qui la dame? La dame, voilà ce que j'étais devenue, une étrangère, un fantôme, un personnage sans nom dans l'histoire de ma propre fille. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais ma mère m'a coupée. Personne, c'est personne, personne. Ce mot a résonné en moi comme un coup de massue. Amélia était repartie en courant vers sa chambre, insouciante. Elle ne savait rien. Elle vivait dans un mensonge confortable, un mensonge où je n'existais pas. Je suis restée là, incapable d'avancer, incapable de reculer, juste, détruite. Et c'est ainsi que la vérité m'a arraché non pas une fille, mais 2 fois ma maternité, une fois par la prison,
une fois par ma mère.